Florence Ferrari, vous recevez ce matin Maître Thibault de Montbrial. Bonjour Thibault de Montbrial. Bonjour. Vous êtes avocat, vous venez de publier ce livre « Osons l'autorité » aux éditions de l'Observatoire. Un sujet ô combien d'actualité quand on voit ce qui s'est passé lors des manifestations du 1er mai, violence des Black Blocs qui sont à nouveau illustrées au cours de ces fêtes du travail. À Lyon, ça s'est passé contre des policiers. On a des images d'un CRS à terre frappé dans le dos. Alors est-ce qu'il s'agissait d'un Black Bloc ou de juste un énergumène qui passait? Il y a aussi les pompiers, ces images que l'on voit à Paris où deux pompiers tentent d'éteindre un feu et se prennent des coups eux aussi totalement aberrants. On a le sentiment que les forces de l'ordre sont totalement impuissantes à juguler ce phénomène des extrémistes infiltrés dans les manifestations, quel que soit le lieu, Lyon, Paris ou quel que soit l'endroit de la France. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en quelques années, on s'est habitué à ce que chacune des séquences sociales qui rythment notre démocratie soit l'occasion de violences de plus en plus graves contre les forces de l'ordre et contre tout ce qui touche les institutions. Moi, ce qui m'a frappé ce 1er mai, c'est terrible à dire, mais c'est pas tellement les violences contre les policiers, parce qu'elles étaient attendues. Il y a maintenant des vidéos extrêmement bien faites qui circulent plusieurs semaines en amont dans les milieux d'extrême gauche, qui appellent à l'insurrection, etc. Ce qui m'a frappé, c'est l'agression des militants de la CGT. Parce que la CGT n'est pas investie de puissance publique, mais la CGT est à sa façon une institution dans le paysage démocratique français. Ils ont été traités de collabos, agressés et traités de collabos. C'est exactement là où je voulais en venir. C'est que sur la camionnette de la CGT, il y a ce tag collabo qui a été inscrit. Pourquoi collabo? Je ne suis pas un grand spécialiste du dialogue social, mais quand même, de ce que j'ai compris, la CGT est plutôt dans un dialogue dur avec les différents gouvernements. Or, pourtant, le simple fait d'être une institution qui discute avec le pouvoir en place... Les policiers, en tout cas, peut-être, ne serait-ce que pour le maintien du service de l'ordre, est désormais, faites-vous, une cible. Pas simplement parce qu'ils discutent avec les policiers, mais aussi parce qu'ils discutent avec l'État. On a affaire à des gens qui s'en prennent à tous les symboles de l'État, police, pompiers, etc., mais également, au sens large, à tous ceux qui discutent avec l'État. C'est de plus en plus grave. Donc, collabo pour la CGT, les pompiers agressés, les policiers aussi. On a le sentiment, encore une fois, d'une impuissance de l'État, et par là même les forces de l'ordre, à juguler ces phénomènes. Quelle est la solution? Est-ce que vous l'avez dans ce livre Osons l'autorité? D'abord, si j'avais la solution, ça se saurait. Par contre, on peut réfléchir à des solutions qui sont des solutions innovantes. Ce qu'on constate, et ce qui a quand même été un peu fait depuis quelques années, enfin depuis 2018 exactement, depuis la fin 2018, c'est qu'il y a une évolution de la doctrine du maintien de l'ordre qui est aujourd'hui plus offensive. Néanmoins, les forces de l'ordre ne peuvent pas, et c'est bien normal, faire n'importe quoi. Elles ne peuvent pas aller frapper par anticipation, etc. Et donc, il faut être capable d'assumer une violence légitime sur place. Je dis bien une violence légitime. Il y a également un travail de renseignement en amont qui est extrêmement important, savoir anticiper les déplacements de gens qui auront été préalablement identifiés, etc. Et puis ensuite, il y a toujours pareil, il faut une réponse judiciaire qui soit à la hauteur. En matière d'interpellation sur des violences en réunion commises dans le cadre de maintien de l'ordre, c'est extrêmement difficile de rapporter une preuve judiciaire pour pouvoir condamner des gens qui sont très bien organisés, qui ont des tactiques, qui ont des avocats et qui sont dans une préparation au sens large de leurs actions qui est tout à fait impressionnante. Et qui, s'ils sont traduits devant la justice, s'en sortent parfois très très bien, oui, voire avec absolument juste un rappel à la loi. On a ensuite des décisions judiciaires, notamment sur les violences contre les policiers, qui sont parfois un peu décourageantes, parce que pour des blessures légères subies par des policiers, mais qui résultent quand même, qui sont d'abord des blessures commises sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, donc ce sont des violences qui sont en soi totalement inacceptables, eh bien il y a une réponse pénale qui est en général pas à la hauteur. Et je rappelle que vous êtes l'avocat de policiers de Viry-Châtillon qui ont été agressés en 2016, et on sait quelle polémique a suscité le verdict. Il y a eu un slogan absolument intolérable qui a été tagué à Paris lors de ces manifestations du 1er mai, Magnanville partout. Magnanville, c'est cet assassinat épouvantable de deux policiers à leur domicile sous les yeux de leurs petits garçons. Magnanville partout, mais à quel niveau de violence sommes-nous arrivés pour que ça puisse être écrit sur les murs de la capitale? Alors cette inscription, c'est pour moi l'affaire la plus grave de ces derniers jours. Pourquoi? Parce que si on la met en perspective avec les différents faits constatés depuis un mois sur les policiers et sur les gendarmes hors service, c'est là où je veux en venir.
ce qui était le cas à Magnanville, puisque ces policiers ont été tués chez eux, en dehors de leur service. On a une incitation qui est cette fois-ci, qui n'est plus de la part d'islamistes, qui est de la part de gens d'extrême gauche, c'est-à-dire qu'il y a une convergence des objectifs et une convergence des moyens affichés. Il y a une incitation à s'en prendre physiquement aux policiers et aux gendarmes, chez eux, pour ce qu'ils sont, en dehors même de leur activité professionnelle. C'est déjà insupportable dans le cadre de leur activité professionnelle, mais alors en dehors, c'est la fin de la paix civile. C'est-à-dire que si on se met à aller cibler les représentants de la force publique, et puis aussi les élus, et puis tous les gens qui travaillent, tous les fonctionnaires, etc., pour ce qu'ils sont, et parce qu'ils travaillent au service du bien commun pour la collectivité, alors ça veut dire que les fondements même de notre société sont en danger. Il y a eu ces dernières semaines, un couple de gendarmes qui a été agressé à son domicile. Le gendarme a fait feu sur son agresseur qui a été blessé. Plusieurs policiers dont les portraits ont été affichés en banlieue, dans la région de Grenoble. Des policiers qui ont été attaqués au volant de leur véhicule privé dans différents endroits d'Île-de-France et encore près de Grenoble et près de Marseille. Ce sont des faits qui sont de plus en plus graves. Et je vais vous dire, Laurence Ferrari, pour l'instant, la seule ligne, la dernière ligne qui n'a pas été franchie, ce sont des violences avec arme à feu contre les personnes dépositaires de l'autorité publique. Là, je ne parle pas des actes de terrorisme. Je parle des violences des voyous de cité ou de l'extrême gauche. Ce sont des violences de plus en plus graves, au mortier d'artifice, parfois avec des armes par destination, mais pas encore avec des armes à feu. Les scènes que l'on voit à Valence ou ailleurs, où on voit des gens se livrer à des véritables guérillas urbaines, ce sont des scènes entre bandes. Ce qui implique, soit dit en passant, le fait qu'il n'y ait plus aucun contrôle de l'autorité publique sur ces territoires. Parking de Valence, des gens armés avec des armes de poing, évidemment, qui échangent des coups de feu sous les yeux absolument horrifiés des habitants, qui subissent ça absolument tous les jours. Là encore, comment rétablir l'ordre dans ces quartiers? Impuissance totale. Vous avez dit quelque chose de très important. C'est que les premières victimes de ces agissements, où les gens s'affranchissent, mais alors totalement, de la moindre règle, de la moindre préoccupation de police, de justice, d'État. Les premières victimes sont les habitants, c'est-à-dire que ce sont des populations qui sont souvent des populations défavorisées, des populations qui ont parfois des difficultés d'insertion, des populations qui ont du mal à trouver du travail parce qu'elles sont stigmatisées, parce que leur nom, quand vous habitez dans ces quartiers-là, votre nom est accolé au quartier et à l'image du quartier, et du coup vous subissez un embargo sur ce que vous êtes, tout simplement parce que sous vos fenêtres se déroulent des scènes qui sont des scènes qui n'ont rien à voir avec la vie dans une démocratie structurée. Donc c'est pour ça que moi j'en appelle, mon livre s'appelle « Osons l'autorité », j'en appelle à un sursaut qui va au-delà de ce qui est en train d'être fait. Je veux dire, Gérald Darmanin, il a pris conscience, le gouvernement, ils ont conscience de tout ce qu'on se dit, ce sont des gens qui sont informés et qui ont eu, pour certains, une part de volonté. Le problème, c'est que le gouvernement est construit sur deux pieds et qu'on est dans le « et » en même temps et qu'on ne peut pas, et ça va être un vrai problème. C'est-à-dire justice, police, c'est ça? Mais c'est-à-dire à la fois de l'autorité et en même temps une forme de compréhension, de culture de l'excuse, etc. C'est toutes les limites de rassembler des gens de droite et de gauche. C'est qu'à un moment, il va falloir choisir, et sinon c'est les Français qui vont choisir. Moi je pense que la République a le droit de se défendre. Notre premier acte d'autorité, ça doit être pas forcément de voter des lois en plus, mais simplement d'appliquer sans faille les lois qui existent et de soutenir tous ceux qui, sur le terrain, représentent pas simplement l'autorité où la police et la gendarmerie ne sont pas là pour protéger le pouvoir, ils sont là pour protéger nos concitoyens, pour concourir à la paix publique. C'est une différence fondamentale et il faut les soutenir, mais sans faille. Est-ce que vous comprenez l'exaspération des habitants de ces quartiers-là? Bien sûr. Qui voient donc ces scènes se dérouler sous leurs fenêtres, qui eux-mêmes se font verbaliser s'il y a le moindre manquement au couvre-feu, au port du masque, etc. À Paris, dans le quartier de Stalingrad, il y a eu des échanges de tirs de mortier pendant tout le week-end. C'est un point de deal, évidemment, avec des craqueurs. Et il est possible que ce soit des habitants eux-mêmes qui tirent à coups de tirs de mortier sur les dealers pour les faire partir. Le risque, c'est ça. Le risque, ce sont des milices privées, ce sont des gens qui décident de prendre eux-mêmes leur sort en main et leur sécurité en main. Il existe ce risque, il est là, sous nos yeux. Laurence Ferrari, dans tous les pays dans lesquels l'État a renoncé, quelle que soit la raison, à imposer sa présence en permanence sur l'intégralité du territoire. Mais là, on parle de Paris. Oui, non, mais je vais y venir. Moi, je pensais au Mexique en vous parlant. D'accord ? Dans tous ces pays-là, les quartiers ont fini par s'organiser.
C'est-à-dire que quand les habitants sont abandonnés par la puissance publique, qu'est-ce qui reste ? Il reste la ressource qu'on a soi-même, c'est-à-dire les gens qui habitent là avec les moyens du bord. Donc le risque, et l'affaire de Stalingrad peut en être une illustration, c'est pas la première, il y a eu d'autres petites escarmouches, si j'ose dire, ces derniers mois. Mais le risque, c'est que les habitants cessent de subir et se mettent à prendre les choses en main. Si on en vient par là, ça veut dire, là encore, que l'État aura abandonné les gens à leur sort et que c'est, là encore, la cohésion sociale, qui est la cohésion de notre pays, qui est en très grand danger. Aujourd'hui, dans ces zones, la police, la gendarmerie, les services publics, les pompiers, les secouristes, etc., ne vont que pour faire des allers-retours très brefs, avec des déploiements de force en proportion du risque qu'ils courent. Et sinon, les habitants sont livrés à eux-mêmes. Mais vous savez, le problème, j'en reviens à ma question des armes à feu, c'est-à-dire que, là encore, ce sont des bagarres à coups de mortier d'artifice. Ça peut tuer, ça peut brûler au 2e degré, ça peut faire très mal un mortier d'artifice. Mais la frontière, c'est le jour où des scènes de cette nature, de la nature de tous les événements dont on parle, c'est-à-dire contre les policiers, les gendarmes ou entre nos concitoyens dans les quartiers, vont se dérouler non plus à coups de mortier d'artifice, mais à coups de fusil de chasse d'abord et de kalachnikov ensuite. Parce que les armes sont là. La seule, pour le moment, le dernier tabou, c'est l'utilisation des armes à feu contre les forces de sécurité intérieure et entre habitants du quartier, sauf... Parce que là, ça existe déjà, on l'a vu à Valence, entre bandes, règlement de compte, entre voyous, ou quand même, il faut quand même le dire, entre bandes ethniques ou religieuses, parce qu'il y a aussi là une guerre territoriale qui met, elle également, par les motivations qui sont celles de ces combattants, la cohésion sociale en grand danger. Vous êtes un spécialiste des questions de terrorisme. Stéphanie Montfermé, 36 ans, fonctionnaire de police, a été assassinée dans les conditions qu'on sait à Rambouillet par un terroriste tunisien. L'homme était sous les radars, pas de casier judiciaire, inconnu des services de renseignement de la justice, chauffeur-livreur. La police a compris qu'elle était la cible numéro 1 de ces djihadistes en puissance. Écoutez, j'espère qu'elle l'a compris, parce que d'abord, elle l'est depuis 2014. Je vous rappelle que le premier attentat de la séquence contemporaine, c'est l'attaque du commissariat de Joué-les-Tours en décembre 2014, qui est une attaque à peu près comparable. Ensuite, il y a Stéphanie est la 17e fonctionnaire de police à être tuée depuis fin 2014. Et puis, régulièrement, les associations terroristes internationales appellent à attaquer les forces de l'ordre. En dernier lieu, il y a une vidéo d'Al-Qaïda qui a été médiatisée récemment, où Al-Qaïda propose une récompense financière contre des gens qui s'en prendraient à des policiers ou des gendarmes dans les pays européens en se filmant et en diffusant la vidéo en ligne. Donc le risque aujourd'hui, il était toujours extrêmement élevé, mais il y a aussi le risque que se reconstituent des commandos structurés avec les gens qui sortent de prison, qui ont été en Syrie, etc., et dont la détermination n'a en rien failli. Le risque terroriste est toujours très élevé. Très, très élevé. Est-ce que vous faites le lien entre terrorisme et immigration ? Certains se refusent à le faire. Laurent Nunez rappelle que 80% des terroristes ces dernières années étaient français. D'autres rappellent, comme Robert Ménard, que 99% des terroristes étaient d'origine maghrébine. Est-ce qu'il y a un lien à faire entre terrorisme et immigration ? Évidemment qu'il y a un lien à faire. Il faut être complètement aveugle pour n'en faire aucun lien. Laurent Nunez n'a pas complètement dit qu'il n'y avait pas de lien. Non, il a dit que 80% étaient français. Si vous regardez la dernière étude de Marc Honecker à l'IFRI, 80%, je crois, ou en tout cas pas loin, je ne veux pas me tromper sur le chiffre, mais une très forte majorité des terroristes qui ont frappé la France depuis 2015 avaient au moins un des deux parents qui était d'origine étrangère. De toute façon, pourquoi est-ce qu'il y a, à mon sens, au moins un double lien à faire ? D'abord, parce que l'idéologie islamiste est une idéologie qui a été importée massivement sur notre territoire par l'immigration de ces 40 dernières années. Ça, c'est un constat objectif, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et c'est de l'islam qu'est né l'islamisme. Donc il y a 40 ans, il n'y avait pas de sujet. Aujourd'hui, c'est l'un des sujets numéro 1 de préoccupation de nos politiques et de nos concitoyens. Et puis deuxièmement, si vous prenez les derniers attentats qui ont été commis sur notre territoire, ils ont été commis par des étrangers en situation irrégulière. En dernier lieu, le Tunisien auquel vous venez de faire référence. Mais les 3 attentats de l'automne 2020, c'est exactement le même cas de figure, avec un Pakistanais qui prétendait être mineur alors qu'il avait 25 ans, ensuite le fils d'un demandeur d'asile tchétchène, donc lui il n'était pas en situation irrégulière, mais c'était un migrant direct, et en dernier lieu le Tunisien qui a massacré dans des conditions épouvantables 3 personnes dans la basilique de Nice. Donc il y a un lien
évident. Mais ce que Laurent Nunez a voulu dire, et je le rejoins, c'est que l'islamisme est en France. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier le lien entre immigration et terrorisme, mais on ne peut pas circonscrire le problème du terrorisme à la question de l'immigration. En réalité, c'est un problème complexe, mais dont l'immigration est évidemment une composante importante. Endogène et exogène. Un dernier mot sur la tribune des généraux qui a beaucoup fait de bruit il y a quelques jours. Encore une fois, le bilan qu'ils font, ce délitement de la France, ce constat-là, vous le partagez ou pas? Ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette séquence, c'est que plutôt d'attaquer le message, on a attaqué les messagers. Les généraux, on peut discuter à l'infini de savoir s'ils sont dans leur rôle, pas dans leur rôle. Moi, je pense que des gens qui ont servi la France pendant 40 ans sont légitimes à tirer le signal d'alarme à un moment donné. Les termes de leur tribune ont été dénaturés. Ils n'ont jamais appelé à quelque intervention de l'armée ou insurrection sur notre territoire. Ils ont simplement posé un constat. Et ce constat, Laurence Ferrari, quand vous discutez en privé avec les plus hauts fonctionnaires qui dirigent notre appareil d'État régalien... Ils le partagent. Mais ils le partagent. Mais bien sûr, il faut après que chacun fasse des récupérations politiques. J'allais dire, les gens sont dans leur rôle. Mais non, les gens ne sont pas dans leur rôle. Je pense que les Français ont besoin qu'on leur dise la vérité. Et ceux qui disent que le fait de parler systématiquement de l'insécurité, du terrorisme, de l'immigration, etc., font le jeu des extrêmes et sont dans une logique électorale. Non, ils ne sont pas dans une logique électorale. Ils sont dans une logique de dire aux Français que c'est la vérité, qu'ils voient la même vérité que ce que les Français vivent et qu'ils sont prêts à prendre les mesures qui s'imposeront. Parce qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de sauver notre cohésion nationale. Rien que cela. Merci beaucoup Thibaut de Montbrial. Osons l'autorité aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être venu ce matin dans la matinale de CNews. À vous Romain Desarmes pour la suite.